Système électoral de BHV, il y a quatre situations à connaître. On va commencer par celle qui est encore actuellement celle en vigueur, qui date de la loi du 13 juillet 1933 et qui donc, a été en vigueur sur l'entière période entre-temps, sauf le moment entre la loi du 22 décembre 2002 et l'annulation de la Cour constitutionnelle dans l'arrêt septembre 2003. Le système, il n'est pas difficile, c'est en arrondissement BHV avec une liste flamande, une liste francophone, en apparentement possible de la liste flamande de BHV avec Louvain et en apparentement possible de la liste française avec, avec Nivelles. La deuxième situation à connaître, c'est celle de la loi du 22 décembre 2002 avec, là on a toujours, la seule différence entre le système avant, c'est qu'il n'y a plus d'apparentement entre Louvain et la liste flamande, mais il y a une liste commune. Donc on a Bruxelles, enfin BHV, liste flamande, liste francophone, liste flamande, liste commune avec Louvain, liste francophone apparentement possible avec Nivelles. C'est pour ça qu'il y a annulation, parce que la liste commune. Puis on a la situation théorique de 2005. Là, on a une scission implicite, donc on conserve l'arrondissement BHV, mais on crée 4 collèges électoraux. Donc on a le premier collège électoral, c'est Bruxelles, les 19 communes, où là on a des listes néerlandophones et francophones. On a le collège électoral des 6 communes à facilité, où de nouveau on a des listes francophones et des listes néerlandophones. Puis on a le collège électoral des communes jouxtant les communes à facilité. Dans ces communes-là, ce qu'on a, c'est si on était en habitant qui connaissait l'ancien régime, donc qui avait pu voter pour des listes francophones, on continue à obtenir cette possibilité. Et puis on a le dernier collège électoral, c'est tout le reste. Donc c'est les communes non jouxtant ainsi que les nouveaux habitants des communes jouxtant qui ne peuvent que voter pour des listes néerlandophones. Et puis il y a la dernière situation, donc c'est la situation future en principe. Et là, il y a une véritable scission. Donc on a en arrondissement Bruxelles, les 19 communes. On a deux autres arrondissements qui sont créés, l'arrondissement du Brabant flamand, l'arrondissement du Brabant wallon. Donc ça correspond bien aux circonscriptions provinciales. Il n'y a plus d'apparentement possible. Dans le Brabant wallon, on n'a que des listes francophones. Dans le Brabant flamand, on n'a que des listes néerlandophones. Et à Bruxelles, on a les deux listes. L'exception étant qu'on crée un collège électoral particulier en deuxième collège électoral dans le Brabant flamand pour les communes à facilité, où le siège se situe à Rode-Saint-Genès et qui, là, ils ont la possibilité de soit voter pour les listes de Bruxelles, soit pour la liste de la communauté, soit pour la liste flamande du Brabant flamand. Et donc voilà, ça c'est les 4 situations à retenir. Donc ça n'est pas tellement complexe, mais une fois que c'est bien distingué. Alors maintenant la leçon complémentaire de BHV. Et là on commence avec la loi de pacification communautaire, donc celle du 9 août 1988, celle qu'on avait déjà vue en partie. Et donc quelles sont les origines de cette loi, qui vient comme un compromis? C'est la jurisprudence du Conseil d'État dans les années 70 qui est dérivée d'une interprétation de l'ancien article 3 bis de la Constitution, donc l'article 4 bis actuel, l'article 4 tout simplement actuel de la Constitution, ainsi que des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, qui disait donc cette jurisprudence disait que les mandataires communales, les mandataires des communes, eux, ils doivent exercer leur langue exclusivement dans la langue de la région linguistique et partant doivent la connaître. Et en 86, ça a mené à son apogée avec l'annulation de la nomination du bourgmestre de José Appart à Fouron, et ce sur base de son aveu dans
dans son entretien avec le ministre de l'Intérieur, de son aveu du fait qu'il ne maîtrise pas la langue néerlandaise. Donc on a annulé. Et alors ça va mener à toute une crise qui a fait démissionner le gouvernement Martens. En 1988, on a calmé la situation, on a fait le compromis avec cette loi de pacification communautaire qui prévoit plusieurs choses. Dans le premier temps, elle prévoit l'élection directe des échevins dans les 6 communes à facilité et ainsi que dans la commune de Fouron et la commune de Warrington. Et l'intérêt de cette élection directe, c'est parce qu'on a une obligation, on rajoute, et ce pour toutes les communes, une obligation pour tous les mandataires communaux de maîtriser la langue de la région linguistique. Mais il y a une présomption irréfragable de connaissance de langue pour ceux qui ont été élus directement. Et donc, dans les 8 communes particulières, c'est les conseillers communaux ainsi que les échevins, tandis que dans les autres, c'est seulement les conseillers communaux. Pour le bourgmestre, lui, il n'y a pas de... Donc la présomption pour tous les autres et pour le bourgmestre, elle est réfragable, sauf pour le bourgmestre qui est déjà en fonction depuis 3 ans. Là, c'est aussi irréfragable. Maintenant, si on veut démontrer l'incapacité, le manque de maîtrise de la langue, encore le faut-il, c'est précisé dans la loi, il faut encore l'apporter par des preuves. La preuve doit être faite par des indices graves, c'est ça, comme en aveu, mais donc pas par tout moyen de droit si on voudrait, en d'autres termes. Et elle organise aussi une tutelle sur... Donc cette loi du 9 août 1988 organise aussi une tutelle originale sur les 2 communes de Commies et de Fouron. Et effectivement, là, la tutelle n'est pas exercée par les organes normaux, mais par un collège de gouverneurs. Et cette partie de la loi a connu un recours en annulation de la part des mandataires de la commune de Commies-Warrington, qui considéraient qu'il y avait discrimination, parce qu'ils étaient traités de la même manière qu'à Fouron, alors que la situation était notablement différente, puisqu'il y a énormément de francophones qui habitent à Fouron, alors qu'il n'y aurait que 5% de flamands qui habiteraient à Commies. Et donc, vu que l'hétérogénéité linguistique n'est pas semblable, il n'y a pas de raison de les traiter de manière semblable. Mais la Cour constitutionnelle, dans son arrêt du 23 mai 1990, dit que, en fait, elle n'analyse pas in concreto, mais elle suit le raisonnement du gouvernement, du législateur, et elle dit voilà, c'est pas disproportionné par rapport au but légitime recherché qui est les intérêts supérieurs de l'État. Donc voilà, elle n'annule pas. Après, on a les accords du Lambermont de 2001 qui se concrétisent dans la loi, enfin entre autres, dans la loi spéciale du 13 juillet 2001, qui prévoit le transfert aux régions, comme on avait vu de tout ce qui est matière des pouvoirs locaux, mais en fait de tous les pouvoirs, tout ce qui est matière des pouvoirs subordonnés, sauf plusieurs exceptions, une part d'exception qui tient au fait que c'est encore lié au pouvoir, à la compétence du fédéral, et ça c'est donc la matière de police, des pompiers, de l'état civil, ainsi que des pensions des agents et des mandataires de l'État. Et l'autre exception, c'est de modifier justement la loi de pacification communautaire. Et qu'est-ce que ça... En conséquence, cette loi, si on veut, elle borne les compétences des entités fédérées. Et c'est pour ça que Tundal pense que donc cette loi ordinaire, si on veut modifier cette loi ordinaire, il faudra dans le futur le faire à la majorité renforcée, donc par voie spéciale. Par voie de loi spéciale. C'est ce que j'essaie de dire. Puis, il faut aussi parler de la clause de standstill. Donc, comme j'ai déjà dit, qui est consacrée par l'article 16 bis du 888. Et Tundal pose la question de est-ce que cet article, est-ce que ça s'applique aussi au législateur fédéral ou seulement au législateur fédéré? Oui, il y répond pas. Mais enfin, après, il rajoute
l'existence d'une procédure facilitée de recours en suspension quand on invoque la violation de l'article 16 bis, donc qui est consacré par l'article 16 ter. Effectivement, celui-ci énonce que si, pour obtenir un recours en suspension, que ce soit devant le Conseil d'État ou devant la Cour constitutionnelle, il suffit de moyens sérieux, il n'y a plus besoin de la condition d'un risque de préjudice grave et difficilement réparable. Alors, cette loi prévoit aussi que pour tout ce qui est du fonctionnement, de la composition, de l'organisation et de la désignation, et tous ces mêmes mots musiques qui ressortent tout le temps, pour des organes communaux, il faut que ce soit fait d'une manière uniforme dans une région linguistique. Alors, Protendal, cette règle de la loi est formulée de manière maladroite, et en plus n'était pas nécessaire parce que c'est déjà consacré par le principe d'égalité et de non-discrimination. Mais ce qu'ils ont voulu dire, c'est qu'on ne pouvait pas traiter de manière différente les communes où il y avait des francophones. Il ne peut pas y avoir de représailles linguistiques, comme il dit. Et finalement, on a encore la situation, les règles de protection à Bruxelles. Mais celle-là, donc c'est l'interdiction pour le Parlement de la région de Bruxelles-Capitale de modifier l'article 279 et 280 de la loi communale, qui crée plusieurs mécanismes de protection de la minorité flamande. Alors effectivement, ce qu'on a, c'est si on a un échevin, non c'est ça, si on a au moins un conseiller flamand, un conseiller communal flamand, mais en fait c'est pas énoncé comme ça parce que c'est énoncé protecteur des deux groupes linguistiques, mais c'est toujours pour les flamands que ça protège. Mais si on a un conseiller communal de chaque groupe linguistique, dans ce cas, le conseil communal peut choisir d'élire un échevin supplémentaire. De deux, si le bourgmestre est présenté par au moins un membre de chaque groupe linguistique, dans ce cas, il faut au moins un échevin de chaque groupe linguistique dans le collège des échevins et du bourgmestre. La troisième mesure, c'est que si dans le conseil d'aide sociale, il y a un groupe linguistique qui n'est pas représenté, il se fait devient automatiquement membre, siège de plein droit. Le premier non élu au conseil communal qui appartient du groupe linguistique non représenté. Et la dernière mesure, c'est que si un groupe linguistique n'est pas représenté au conseil communal, dans ce cas, c'est quelqu'un de ce groupe linguistique non représenté, mais représenté au conseil, forcément, comme on l'a vu selon la règle 3, au conseil d'aide sociale, qui agit environ comme un conseiller communal parce qu'il peut inspecter les documents administratifs de la commune. Et donc toutes ces mesures ne peuvent que être efficaces s'il y a en serment d'appartenance linguistique de la part des conseils communaux, mais ils n'ont pas l'obligation de le faire. Et ça n'est pas négligeable parce que si les communes qui respectent toutes ces règles, elles ont droit à un financement qui est plus important. Et puis finalement, il faut faire la remarque que ça va probablement gêner la région bruxelloise à modifier toutes ces règles communales parce que elle va difficilement, par exemple, pouvoir organiser une élection directe en bourgmestre, comme on l'a fait dans d'autres régions à Wallonie.